monsieur Wilfrid Laurier-Dorego, vous êtes avec nous? Oui, je suis là, je suis là. Je vais demander aux autres intervenants de venir nous rejoindre. Je vais demander à Marie-Thérèse Ndiaye de venir nous rejoindre et à Hichem. On va commencer par vous, je sais que vous êtes attendu. On est ravis de vous avoir. Est-ce que vous pouvez en quelques instants nous expliquer ce qu'est le Conseil présidentiel pour l'Afrique, s'il vous plaît? Alors, le Conseil présidentiel pour l'Afrique a été créé par le président Emmanuel Macron pour embarquer en fait la société civile dans les sujets d'enjeu de la relation entre l'Afrique et la France. Concrètement, la France a toujours eu une relation institutionnelle avec les pays africains. Et ce qu'a voulu le président Macron, c'est d'embarquer la société civile dans ce dialogue-là, parce qu'il est convaincu que la transformation de l'Afrique ne peut pas se faire sans embarquer la société civile. Et donc, nous, on a été mandatés donc pour interagir, dialoguer avec cette société civile sur un certain nombre de domaines. Sur le domaine de la culture, sur le domaine de la santé, sur le domaine du sport et surtout sur le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et là, ce faisant, on s'est dit qu'il y avait une composante essentielle dans cette relation. Il y avait l'Afrique, ça commence en réalité en France et ça commence même à Marseille. Et il y a cette diaspora, c'est-à-dire des Français d'origine africaine qui comprennent l'Afrique et qu'il faut aussi embarquer dans cette dynamique. Donc, je crois que vous avez un rendez-vous aussi important qui est celui du mois d'octobre à Montpellier. C'est quoi les enjeux? Donc, c'est le sommet Afrique-France de la société civile. Quel est l'enjeu de ce rendez-vous? Alors, concrètement, l'écoute qu'a développé le président depuis 4 ans maintenant avec la société civile va être amplifiée lors de ce sommet, qui est un sommet finalement société civile, puisqu'il n'y aura pas de chef d'État, et qui va se dérouler souvent 2 formats. Le matin, il y a 5 thématiques, dont l'entrepreneuriat entre autres, et de dialogue, d'échange il y a 3000 personnes, un tiers venant d'Afrique. L'idée, c'est de débattre des sujets d'enjeu sur ces 5 thématiques-là le matin, et l'après-midi, débattre en direct avec le président en lui restituant la synthèse et ensuite l'interpeller. Il y aura 12 personnes, 12 jeunes. La moyenne d'âge de ce sommet, c'est autour de 30 à 35 ans, et interpeller le président sur les sujets d'enjeu directement on stage. Monsieur le coordinateur, lorsqu'on parle souvent de la diaspora, on parle souvent des expatriés. Est-ce que vous pouvez nous parler des repatriés? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mouvement des repatriés? Concrètement, c'est la diaspora qui a envie de porter des projets sur l'Afrique, en fait. En réalité, on se rend compte que la diaspora, c'est-à-dire les Français d'origine africaine, ont envie de porter des projets sur le continent. Et être entrepreneur en France, c'est pas facile, et être entrepreneur à cheval sur 2 continents, c'est plus compliqué. Et donc, il faut donc un mécanisme d'accompagnement. Et c'est à peu près ce que nous faisons, nous, au CPA, avec un programme qui s'appelle le Pass Africa, qui est organisé pour accompagner les jeunes qui ont des projets à cheval sur l'Afrique et la France. Monsieur le coordinateur, quelle place Marseille peut avoir dans cette relation entre donc, ces deux continents et entre autres avec la diaspora? Marseille, c'est d'abord l'histoire, c'est la géographie et la proximité avec le continent. Donc, si on ajoute tout ça, il y a une certaine proximité naturelle de Marseille sur le continent. Et donc, en cela, il y a la diaspora a un lien direct avec Marseille à cause de la proximité, à cause de l'histoire. Et donc, tout ça fait que la diaspora est beaucoup plus à l'aise avec Marseille
Voilà, cette proximité-là, elle est importante pour les relations d'affaires entre les deux continents, en fait. Eh bien, juste faire la transition, je vous remercie d'être intervenu. Je crois que vous êtes attendu à l'ambassade du Maroc pour louer ces rapports avec les communautés. Je voudrais juste vous présenter qu'on commence avec Marie-Thérèse Laga-Ndiaye, dans ce lien, puisque Marie-Thérèse, tu es arrivée à Marseille il y a quelques années. Oui, je suis arrivée, ça marche, oui. Je suis arrivée à Marseille il y a 5 ans. Ce que je dis, c'est Marseille, c'est ma ville coup de cœur. J'ai eu un coup de foudre pour cette ville en venant la visiter il y a 5-6 ans pour faire voilà, un stage d'immersion auprès de notre filiale de Veolia qui s'appelle les Eaux de Marseille. Et j'ai compris, grâce à vous, grâce à des amis du club de l'immobilier, pourquoi cette ville avait cette résonance tellement forte chez moi, où ça me projetait dans ma tête en permanence au Sénégal, sur la corniche, sur le plateau. Et là, vous avez plein de choses qui se passent dans votre cœur. Et en fait, on m'a expliqué qu'une grande partie du plateau de Dakar a été imaginée, en tout cas opérée par des urbanistes et des architectes marseillais. Et donc, c'est pour ça que cette ville me parle autant. Et j'ai adoré travailler ici, j'ai adoré vivre ici, tellement adoré vivre ici, que quand on m'a demandé de rejoindre le siège à Paris, ben, j'ai vendu mon appart de Paris et j'ai acheté un appart à Marseille. Donc voilà, comme ça raconte bien l'histoire. Et en fait, cette diaspora, pour moi, elle a une vraie capacité d'action. Je pense que notre honorable consul général, je suis d'origine sénégalaise, me contredira pas. Vous avez 10% d'un PIB qui vient en fait d'un transfert de flux financiers de cette diaspora et de personnes installées par-delà le monde. Si ce transfert financier se mettait à être un transfert d'investissement. Et les repas dont on parle, moi, qui me fascinent, et on voit même plus la première génération ou la deuxième génération. Moi, je suis une première génération et j'ai une deuxième génération qui est celle de mes filles, qui se projettent tout de suite sur l'Afrique. Moi, j'ai une fille de 23 ans et son rêve, enfin, en tout cas, un de ses objectifs, c'est de dire comment je peux faire pour aller activer du business. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui sur le territoire de mes grands-parents? Et ça, pour moi, c'est une force pour l'Occident. Ce sont des enfants qui ont grandi avec une connaissance de ce qu'elles sont, de ce qu'est leur fibre, leur ADN africaine. Et en même temps, elles ont une vraie compréhension d'un psychisme occidental. Donc, vous ne leur faites pas à l'envers, hein. Elles sauront bien comprendre ce que vous essayez de leur dire entre les lignes, mais elles sauront aussi comprendre ce qu'on essaie de leur dire entre les lignes de l'autre côté. Et pour moi, ça, c'est une vraie capacité d'action, parce qu'on ne se cherche pas. La relation de confiance, à mon sens, se construit du coup beaucoup plus vite. Et donc voilà, l'Afrique, pour moi, c'est un avenir, c'est un maintenant, c'est un présent, effectivement. C'est un avenir, mais c'est un avenir qui nécessite des choix. Je pense à les Africains, nos dirigeants africains doivent faire probablement comme les Asiatiques, en tout cas l'Asie, et choisir des filières. On a beaucoup parlé d'agriculture. Je pense que l'agriculture est une filière dont l'Afrique doit s'emparer, pas pour faire de l'agriculture comme sous l'ère agraire, mais pour faire de l'agriculture très agritech. Je vois par exemple une très belle pépite de la région qui s'appelle Ombrea, qui pousse des choses autour d'une agriculture qui soit à la fois un combiné d'énergie et d'agriculture. Et pour moi, il y a tout à penser, tout à réfléchir autour de ça. Proposons une agriculture sexy aux jeunes Africains, et je suis sûre qu'ils sauront proposer aussi plein de choses merveilleuses pour assurer une souveraineté alimentaire. Je pense que la souveraineté alimentaire, tout le monde en a parlé, on l'a vécu avec cette pandémie. L'Occident, l'Europe se dit il faut retrouver de la souveraineté sur un tas de domaines. Je pense que trouver des partenariats, elle ne saura pas assurer sa souveraineté sur tout.
tout le temps. Donc il faut trouver des partenariats. L'Afrique, c'est un territoire très proche. L'Afrique subsaharienne, encore plus proche. Alors si on peut éviter de faire revenir des produits d'Asie et qu'on les fasse venir d'Afrique, ce sera encore mieux. Merci Marie-Thérèse. Merci à vous. Hichem, Marseillais depuis 30 ans. Hichem, vice-président d'Africa Link et membre fondateur. Finalement, tu es arrivé comment ici à Marseille? Ça m'aurait arrangé que tu dises juste Marseillais, parce que depuis plus de 30 ans, ça ne me rajeunit pas, quoi. Donc, tu vois. Et en plus, c'est ce que me disent mes enfants. Moi, je suis arrivé à Marseille. Ce qui est surprenant, c'est que je ne devais pas atterrir à Marseille. Moi, je devais faire mes études 2 ans après le bac à Montpellier. Donc, j'ai posé mes bagages à Montpellier, je suis arrivé à Marseille. Et je suis tombé amoureux de cette ville, et vraiment. Donc, parce qu'il a fallu que j'aille négocier mon inscription à l'école, puisque j'étais inscrit à Montpellier. Et à la fin de mes études, à l'époque, on appelait ça un stage de fin d'études, on n'appelait pas ça PFE, donc ça remonte aussi à quelques temps. L'entreprise dans laquelle j'étais m'a proposé un job, et je suis resté, tout en me disant, finalement, Hicham, qu'est-ce que tu vas rentrer faire au Maroc? Essaie de prendre une année d'expérience, et tu verras plus tard. Et les choses se sont succédées. J'ai créé ma première entreprise. J'ai travaillé dans une grosse entreprise qui a été rachetée par un grand groupe. Et j'ai recréé une entreprise avec, bien entendu, le siège social à Marseille et une filiale au Maroc. Et je travaille à travers ces 2 sociétés en France, en Europe et dans plusieurs pays africains et au Moyen-Orient. Et si moi, je me sens bien, parce que c'est vrai, merci beaucoup de m'avoir invité avec Denis à participer à cette table ronde, mais je me suis jamais posé la question comment je me vois en tant qu'élément de la diaspora. Et effectivement, parce que quand je suis là, je me sens marseillais. Quand je suis au Maroc, je suis marocain. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que mes collaborateurs français, quand ils partent au Maroc, ils parlent avec les collaborateurs de leur filiale marocaine, le même dialogue, la même compréhension de la chose. Et il y a un côté naturel, effectivement, à cette relation qui prend racine à Marseille et qui se propage en Afrique. Nous, on en est conscients. On est tous conscients qu'effectivement, Marseille a un rôle primordial dans cette relation. Mais moi, ce qui me touche et ce qui me fait vachement plaisir actuellement, c'est que lorsqu'on reçoit des étrangers, moi, quand je reçois des clients étrangers, jusqu'à il y a 3-4 ans, ils voulaient toujours venir à Paris. Maintenant, ils me demandent de venir à Marseille. On a reçu le ministre des Affaires étrangères gabonais il y a 3 semaines. Il m'a dit quand est-ce que je reviens à Marseille. Je les ai vus hier à Paris. Il m'a dit la prochaine réunion de travail économique, on va la faire à Marseille. Et ça, c'est le meilleur symbole pour montrer que Marseille, j'aime pas le terme briller parce que tout à l'heure, on a parlé d'humilité, mais en tout cas, il y a des atouts qui sont présents, qui sont réels et qu'il va falloir qu'on fasse rayonner parce que nous sommes quelques-uns à porter haut le drapeau de Marseille. Et parmi ces secteurs qu'on doit porter, là on parle de l'agriculture, on peut parler de la médecine, et ainsi de suite, Marseille a toujours été, pour moi en tout cas, assez riche d'innovation. On ne veut pas le dire, on ne veut pas le montrer, mais on oublie, il y a quelque temps quand même, il y avait un pôle d'immunologie de reconnaissance mondiale. Quand on a travaillé sur la lutte contre le sida, les chercheurs étaient marseillais. On a des leaders mondiaux qui étaient GEM+, ou d'autres, qui ont été quand même meneurs dans le monde de nouvelles technologies. Aujourd'hui, il y a des gros tuyaux de data qui arrivent à Marseille. Il faut espérer, on parlait tout à l'heure aussi de prospective, que dans pas longtemps, des rois de la cybersécurité naissent à Marseille. Donc des pôles technologiques, il y en a. On a parlé aussi dans une table ronde de compétences, ça a ressurgi. Il faut continuer à former nos gars parce qu'on parle de saut technologique en Afrique, c'est vrai. Mais ils ne font pas le saut technologique parce que seulement ils ont besoin de techno. Ils font le saut technologique parce qu'ils arrivent à former des gens adaptés au marché. Moi j'ai rencontré 3 Kenyanes qui étaient juste assez impressionnantes. Elles ont développé de la télémédecine pour l'agriculture. En gros, on peut leur montrer l'aspect de la tomate et en fonction de l'aspect de la tomate qu'on prend avec une photo et qu'on transmet, elles sont capables de sortir un diagnostic et de donner un traitement à l'agriculteur. Donc, ils ont aussi formé des compétences et si on arrive à bâtir des relations comme nous faisons là, merci beaucoup Antoine, où il y a énormément d'opérateurs économiques institutionnels qui travaillent ensemble, si on arrive à mêler nos compétences dans tous les secteurs de telle façon à continuer à bâtir ce pont naturel entre Marseille et l'Afrique, je suis sûr que les Africains ne nous diront plus « mais vous les Français, est-ce que vous voulez vraiment travailler avec nous ?»